Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Super Play. Je me présente, Genshi Tony. On va voir tout de suite un Super Play sur The Legend of Zelda. C'est une nouveauté de l'émission, on vous présente le jeu avant et le Super Player viendra après. Titre mythique de Nintendo qui a connu de nombreuses suites, The Legend of Zelda sorti au Japon en 1986 pour le lancement du Disk System, l'extension de la Famicom en forme de lecteur de disquette. Le jeu fut adapté pour la NES en Europe et aux US l'année suivante, mais en cartouche, car le Famicom Disk System n'avait pas franchi les frontières du Japon. Quelques différences entre les versions japonaises et étrangères sont à noter, comme la qualité des musiques, mais le changement le plus important, c'est une astuce de gameplay utilisant le micro de la manette japonaise, absent sur les manettes occidentales. La difficulté et la longueur du périple rendirent obligatoire la création d'un système de sauvegarde dans la cartouche, une première sur NES. The Legend of Zelda fut un des premiers jeux à laisser autant d'espace aux joueurs. Celui-ci pouvait librement se promener dans cet immense monde d'Hyrule en affrontant les boss des palais dans l'ordre qu'il souhaitait. Ce sentiment de liberté est sans doute dû à son créateur Miyamoto Shigeru qui a imaginé ce jeu en se rappelant de son enfance où il aimait partir à l'aventure dans la forêt et les grottes. Il ne manquait qu'une princesse à sauver pour que naisse The Legend of Zelda. Et donc je reçois Adigo, salut. Salut Anthony. Très contente de te recevoir pour ma première émission, ça me rassure beaucoup. Bah écoute, si ça peut te faire plaisir, moi ça me fait plaisir aussi. Et en nouvelle nouveauté dans cette émission, on a une espèce de diagramme, une espèce de carte d'identité du Super Player qu'on t'a demandé de remplir. Alors tu peux nous la commenter ? Oui, alors on m'a demandé parmi 6 genres de jeux lesquels je préférais. Donc évidemment j'ai mis shooting game note maximale parce que j'aime beaucoup ça. Je suis admin sur le forum shmup.com depuis quasiment l'existence de ce forum. Maintenant ça fait 10 ans, plus de 10 ans, oh là là. Et on t'a vu dans un shoot'em up il y a peu de temps dans l'émission. Et oui, évidemment, ouais, le premier run que j'ai présenté en tant qu'invité, c'était sur Night Raid, un shooting game pas connu. Et après, on t'a demandé 2 points forts et 2 points faibles. Alors, oui, tu avais une forte analyse et une forte précision. Oui, alors analyse, je l'ai mis parce que je passe quand même beaucoup de temps à me renseigner sur les jeux, à aller voir sur des forums, à regarder des Superplay. En fait, pour revenir un peu sur la genèse de Superplay, moi j'ai proposé l'émission à Alex parce que je regardais des Superplay tout le temps et je trouvais ça génial. Et je continue à en faire, donc c'est pour ça que analyse pour moi ça me correspond très très bien. Puis j'aime bien comprendre aussi ce que je fais, ce qui se passe, tout ça. Précision, c'était pas vraiment pour le run qu'on va voir parce qu'il est un petit peu bordélique, mais plus pour Night Raid où ça demandait du timing, du placement, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que les shooting games qui me plaisaient le plus étaient les plus carrés, les plus précis, ceux qui demandent de la précision. Et tes 2 points faibles, c'était le sang-froid et la persévérance. Ah bah oui, c'est étonnant pour un super player, peu de persévérance. C'est parce que je joue pas à beaucoup de jeux de façon sérieuse et généralement je fais pas des sessions d'entraînement très longues. Donc si j'étais persévérant, j'aurais déjà présenté 10 runs sur des jeux qui me plaisent, mais là en l'occurrence 2, à mon sens c'est un peu bancal, mais voilà, et sans froid parce que je suis très facilement déconcentré par tout ce qui passe, les chats qui miaulent, tout ça, du coup j'arrive pas à finir mes runs. Voilà. Ok, bon, on va commencer tout de suite ce run sur The Legend of Zelda. The Legend of Zelda, exactement, qui est un peu vieux maintenant, que j'ai fait il y a 2 ans, et que on va pouvoir le commencer maintenant. Donc ouais, j'ai fait ce run là il y a 2 ans. Je me suis replongé dans le jeu suite à l'achat de cette cartouche là, donc la version NES du jeu, version Euro. Et j'ai commencé à y jouer sérieusement parce que j'avais déjà en fait speedrunné le jeu il y a trop longtemps, quand j'étais gamin en fait à l'époque. Et de fil en aiguille, je me suis mis à récupérer la version Jap en cartouche et la version Disk System japonaise sur laquelle on voit le run actuel, quoi. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des petits temps de chargement. Exactement. Ce qu'on n'a pas du tout sur la cartouche. Exactement. Le Disk System met quelques secondes avant de charger la map au début du jeu.
et quand on rentre dans chaque palais aussi. La version japonaise aussi a un micro sur la manette 2 et comme elle est en fichier, enfin très près de la console, parce que j'expliquerai pourquoi, on entend le lecteur de disquette normalement dans l'enregistrement. Là je sais pas si on entendra bien, mais ça m'a fait bizarre, on entend des clac-clac, c'est assez rigolo. Alors là, donc tu as déjà récupéré la première épée et tu viens de récupérer une bombe. Oui. Donc les bombes, tu m'as dit, c'est vraiment quelque chose de capital ouais, pour speedrun. C'est vital en fait pour les speedruns de Zelda. La bombe, elle a plein d'intérêts. Elle est très puissante. Elle révèle les passages secrets. Elle permet de one-shotter des boss, enfin un boss notamment. Et elle fait pas de dégâts à toi-même. Donc en fait, tu peux aller en mêlée, poser une bombe au milieu des ennemis, rester au milieu et boum, tout le monde meurt sauf toi. Donc c'est pratique. D'accord. Donc là, tu rentres dans le deuxième niveau. Deuxième niveau, ouais. Alors, ce que j'avais compris déjà à l'époque, quand j'étais tout petit, parce que j'ai dû faire le run, je sais pas, début 90, quoi, c'est qu'on n'était pas obligé de faire les palais dans l'ordre, enfin les niveaux dans l'ordre. Et j'avais essayé comme ça de les faire dans le désordre et j'avais mis 1h30 pour faire le jeu. Quand tu étais tout petit, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, j'avais... tout petit. Quand le jeu est sorti. C'est ça, quand le jeu est sorti, quand j'y jouais sur ma petite NES. Tu faisais déjà du speedrun Ben ouais, par la force des choses. En fait, je me suis mis à faire du speedrun parce que j'arrivais pas à faire la deuxième quête. Donc je faisais la première quête en boucle. Et alors explique-nous la deuxième quête, c'est-à-dire quand tu finis le jeu une première fois, il y a une espèce de loop qu'on appelle ici deuxième quête. Ouais, en fait quand tu termines le jeu, ta sauvegarde, il te met une petite épée à côté de ton perso, il te dit maintenant tu peux refaire la quête, elle est plus dure. Et elle est vraiment plus dure. Je m'étendrai pas sur les différences. Les pièces sont différentes aussi. Tous les palais sont réorganisés, sauf le premier. Donc tu commences, tu arrives dans le premier palais, déjà tu te dis il y a des trucs qui vont pas bien, les squelettes t'envoient des épées, enfin c'est horrible. Et dès que tu cherches le deuxième palais, tu galères parce qu'il n'est pas au même endroit, parce que tout a changé et c'est l'enfer. Et j'ai jamais terminé, j'ai réessayé là justement sur ces supports avec un petit peu plus de... Et non, ça veut toujours pas passer. Donc là un premier boss. Que tu tues très rapidement. Que je tue rapidement parce qu'il était bien placé et je le tue de façon classique. C'est-à-dire je mets des bombes qu'il va avaler. Donc je le mets juste devant sa bouche, il avance, il l'avale et au bout de 2 bombes, il pète. Il y a une façon plus rapide de le tuer en posant la bombe à proximité de sa tête. Et en fait la fumée va l'étourdir. Et pendant qu'il est étourdi, tu lui donnes un coup d'épée, même un coup d'épée en bois, n'importe quoi, et il meurt d'un coup. D'accord, donc là on t'a vu récupérer le premier fragment de la Triforce. Ouais, il t'en faudra 8 pour avoir un des 3 bouts de la Triforce. C'est ça. Donc là tu te diriges maintenant vers le 3e niveau. Je me dirige... Alors, tout d'abord, je vais récupérer l'épée blanche. En fait, je la récupère le plus vite possible pour être un peu plus sûr de moi, en fait pour avoir plus de puissance dès le début du jeu. C'est pas optimal, il y a le chemin préféré des gros super players, c'est de faire la moitié du jeu avec l'épée en bois, limite de pas aller chercher l'épée blanche. Pas du tout prendre l'épée blanche. Ouais. Je sais pas, j'ai pas analysé des runs récents, mais à l'époque, je crois qu'ils prenaient l'épée blanche, mais pour très peu de temps, quoi. Parce que, explique-nous, il y a 3 épées, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'épée en bois que tu as tout de suite, voilà, l'épée blanche où il faut avoir 5 cœurs, c'est ça? Il faut avoir 5 cœurs et aller la chercher à un endroit particulier. Donc là, en fait, mon chemin, c'est d'aller faire un palais, d'aller chercher un cœur et ensuite d'aller chercher l'épée blanche qui est là-haut. Concrètement, tu pouvais pas prendre l'épée blanche pour le premier palais que tu as fait. J'aurais dû chercher 2 cœurs quelque part dans des passages secrets. J'avais un palais sur mon chemin, je l'ai fait, quoi. Et donc là, pareil, là tu as 5 cœurs, donc tu peux la prendre à présent, mais la dernière épée, il te faudra combien de cœurs avant de pouvoir la prendre? Il me faudra 12 cœurs. 12 cœurs, d'accord. Donc je vais faire une bonne partie du jeu avec mon épée blanche. Et là, on doit aussi prendre beaucoup de rubis depuis le début. Oui, alors il y en a certains que je laisse passer, mais j'essaye d'en amasser un maximum. Mon but, c'est d'acheter ça, d'acheter la bougie le plus tôt possible. La bougie, elle va me permettre de révéler des passages secrets vitaux, j'en ai besoin, ne serait-ce que pour le palais 8, et pour choper certains cœurs, et pour me constituer un pactole pour acheter l'arc et les flèches. D'accord. Alors, l'arc va me permettre de décocher des flèches. Les flèches que je vais acheter, c'est en fait la possibilité de décocher des flèches, parce qu'après chaque flèche va utiliser un rubis. Et en fait, je viens de dire une grosse bêtise parce que je n'achète pas l'arc. L'arc, tu l'as dans un palais. Voilà, on l'a dans un palais. Donc je vais juste avoir de quoi acheter les flèches et de la viande. La viande qui va servir à
passer Palais une au level, salle au niveau du 7. niveau 7, c'est ça, ouais. Donc là, on vient d'entrer dans le Niveau niveau 3. 3. Alors niveau 3, il va me permettre de récupérer le radeau. Alors le radeau, c'est un des items que je prends. Et donc, autre chose que j'avais compris à l'époque, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre tous les items du jeu. Ça, c'est quelque chose, c'est une mécanique qui est arrivée avec Link's Awakening. Mais avant, que ce soit Zelda 1, 2 et 3, on n'était pas obligé de prendre tous les items pour finir le jeu. Donc dans le 3, on n'est pas obligé d'avoir le bouclier miroir ou des choses comme ça. Ici, on n'est pas obligé d'avoir le livre, la baguette magique, la clé magique, plein de trucs comme ça. Donc le radeau, par contre, j'en ai absolument besoin. Explique-nous, là, on voit ton épée qui tire des épées. Ouais. Ça marche comment Ah bah ça marche comme dans tous les Zelda. Enfin, je les ai pas tous faits, donc je vais peut-être pas dire des de Zelda, bêtises. Ouais. Tous les Zelda 2D. Quand tu as tous tes cœurs remplis, ton épée balance des boules de feu. D'accord. C'est vraiment un plus. Ça t'aide beaucoup. Ouais, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que ça peut te tirer de loin. Donc quand tu as des ennemis qui sont loin, t'as pas besoin d'aller les chercher. Donc ça te fait gagner vachement de temps en termes de déplacement. Quand tu times bien ton coup, tu peux donner 2 coups à un ennemi parce qu'en fait, il va se retrouver propulsé et l'épée magique va le rattraper. Et tu peux aussi... l'épée magique, elle sort quand tu regagnes ton épée. Donc si tu donnes un coup et tu peux encore te déplacer un tout petit peu, enfin changer de direction, tu vas pouvoir donner un coup d'épée dans une direction et envoyer l'épée magique de l'autre. Donc ça peut te permettre d'attaquer à 2 endroits en même temps. Enfin, c'est ultra puissant. Okay. Là, on vient de te voir prendre l'item. C'était ouais. le radeau. Le radeau, ouais. Donc on va voir et là, bientôt le boss qui, normalement, voilà. C'est une technique. Une bombe et il est mort. Une bombe, il est mort. En fait, on est censé tuer ces bouches les unes après les autres. Il y en a 4, c'est ça? Voilà, 4 bouches. Et à chaque fois que tu en tues une, il est de plus en plus rapide. Donc la technique, c'est de réussir à poser une bombe là où il va passer au centre. Donc il faut qu'il y ait une bonne trajectoire, que tu poses la bombe au bon endroit. En général, il faut qu'il se déplace en diagonale pour pouvoir te mettre entre 2 têtes. Et ensuite, poser la bombe, qu'il arrive dessus. Le seul problème, c'est qu'il a un déplacement pseudo-aléatoire. D'accord, et la bombe, elle a quand même une zone d'action assez importante. Elle a une zone d'action suffisante pour péter les 4 têtes en même temps. Et c'est royal. Ok. Est-ce que les bombes te font des dégâts? Non, justement, j'en parlais tout à l'heure, tu peux rester à côté, il n'y a pas de problème. Pour les passages secrets, tu poses la bombe à côté du mur, et tu fonces dessus, et dès que le passage secret est ouvert, tu passes. Tu peux passer. Ce qui n'est pas le cas de tous les objets. Non, tous les autres, en fait, c'est... Non, tous les autres objets... Ah oui, la flamme, par exemple, tu peux te faire cramer par la flamme. Ouais. Et après, dans les autres Zelda, ils ont enlevé ce principe de bombe qui te fait pas de dégâts à toi, et je trouve ça très dommage. Donc là, on va au palais 4. Là, on va pas les 4, je fais un petit détour shopping. Donc là, je vais acheter les flèches. Voilà, donc 80 donc tu as pas l'arc, mais tu as déjà acheté la possibilité de tirer les flèches. Exactement, donc là, si on va dans le menu, on va voir les flèches toutes seules, et après, il y aura l'arc à côté. Et oui, effectivement, ça se fait en 2 temps, tu peux le faire dans l'ordre que tu veux. Et là, dans le shop caché, il y a l'anneau bleu qui te permet d'être 2 fois plus résistant. Et je vais pas le prendre parce que c'est 250 pièces d'or. C'est pratiquement toutes tes pièces d'or. Toutes les pièces. Tous les rubis. Tous les rubis, pardon, une pièce d'or. C'est 255 rubis maximum qu'on a porté. Et ça coûtait 250. Et ça coûtait 250. Donc ça veut dire, voilà, c'est beaucoup de farming, beaucoup de peut-être des passages secrets, parce que moi je préfère farmer à coup de passage secret, ça va plus vite. Bon, là on est dans un speedrun, donc voilà, donc on va s'en passer. Je peux pas me permettre, donc du coup c'est assez risqué et je vais devoir faire le jeu en étant ouvert. Parce que là, ça c'est le radeau, c'est ça? C'est le radeau, voilà, que j'ai utilisé pour atteindre ce palais. Donc là c'est le palais numéro 4, je crois, oui, 4. Oui, le dernier anneau qui t'offre une protection x4, lui est dans le 9e palais, derrière les salles les plus dures du jeu, donc je vais pas le prendre non plus. Donc je suis obligé de faire le jeu entièrement à l'anneau vert, quoi. Enfin sans anneau. D'accord. Donc on te voit, dès que tu peux skipper les ennemis, t'hésites pas. Ouais, t'es pas obligé de tuer les ennemis, sauf quand ils libèrent un truc qui m'intéresse, et généralement c'est des clés. Quand j'ai une salle où je sais que les ennemis vont libérer des clés, je m'arrête et je tue les ennemis. En général, je tue pas ou alors quand ils ouvrent les portes. Parce que j'ai certaines salles où les portes sont bloquées et il faut tuer tout le monde pour ouvrir la porte. Là,
C'était pas nécessaire, mais parfois eux ils donnent des cœurs. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour essayer de remplir ma barre de vie. Et donc on le disait tout à l'heure, ce que tu essayes d'avoir en premier, c'est des bombes. Est-ce qu'il y a un système pour looter plus de bombes Ouais, ça se passe en fait, on pourrait penser que c'est aléatoire, mais ils ont conçu un système déjà hyper ingénieux à l'époque. Chaque ennemi peut libérer 2 objets, donc un objet faible, un objet fort, et tu as une probabilité de tomber sur l'un ou sur l'autre. Et tu peux forcer cette probabilité en tuant 10 ennemis à la suite sans te faire toucher. Et donc le 10e ennemi va te lâcher un objet fort. Donc il faut tomber sur l'ennemi en 10e qui te lâche une bombe, et à ce moment-là, tu es sûr d'avoir une bombe. D'accord. Ce qui donne de mieux, quoi. Et c'est un truc que j'utilise pas, parce que je suis pas assez précis en fait dans mon jeu, et je me fais toujours toucher avant le 10e ennemi. Donc j'ai pas la possibilité encore, les capacités on va dire de réaliser, enfin d'avoir une stratégie à ce niveau-là. Et ça t'a déjà bloqué dans des essais de run, Bah oui. pas avoir de bombe? Oui, complètement, oui. Complètement. C'est un de mes plus gros problèmes, on va dire, dans les runs que je fais. C'est que en fait, je peux pas me servir des bombes de façon offensive. D'accord. Donc je suis obligé de calculer le nombre de bombes dont j'ai besoin pour les passages secrets, pour les boss à tuer rapidement, mais pas pour attaquer les ennemis. Ce qui est bien dommage. On vient de voir, t'as pris un dégât de ta flamme. J'ai fait une grosse erreur, comme on disait tout à l'heure. Donc oui, la flamme fait mal, elle repousse en arrière, et en plus, je pensais avoir le temps de poser ma bombe au bon endroit. En fait, je voulais la poser dans la flamme. Et je me suis un peu trop approché, j'ai perdu une bombe connement. D'accord. Alors là, on est juste avant le boss du palais 4, et ces ennemis sont assez pénibles parce que tant que t'as pas l'épée magique, ou si tu les détruis pas à la bombe, ils vont aller contre le mur opposé, et enfin dès qu'ils touchent un obstacle, ils vont libérer 2 chauves-souris. Donc il faut les tuer et les suivre très vite pour réussir à shooter les 2 chauves-souris en un coup. Et du coup, c'est pas mal de positionnement, donc il faut les entraîner, ils te suivent un peu, donc il faut les entraîner et les amener à te suivre. Donc là, le boss est passé Le très boss, vite il est encore. passé comme une lettre à la poste. Il a 2 têtes. Quand tu coupes la première, enfin quand tu tues la première, elle se vole, elle est invincible, elle te envoie des boules de feu en plus. Donc la stratégie pour lui, c'est de tuer les têtes de façon... un coup chacune, voilà, pour essayer de les tuer en de même façon temps. équilibrée, exactement. Pour que, une fois que la première tête vole, tu spammes la deuxième et en 2-3 coups d'épée, elle est censée dégager. Donc là, ça s'est bien passé. Il m'a D'accord. presque pas touché. Bien, quoi. Donc là, tu sors de ton 3e château. Ouais. Et tu vas vers Vers le premier. Enfin, Voilà, on va enfin tordre le cou au premier boss. Je vais faire un petit arrêt, un arrêt au stand pour ici, voilà. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on perd quand même beaucoup de temps en déplacement. On perd pas mal de temps en déplacement. Alors j'ai un chemin qui me fait faire le moins de détours possible, mais en fait je pourrais utiliser des techniques de fourbe du genre, quand on se déplace, on est toujours sur des colonnes ou des demi-colonnes du jeu. Et en fait, on appelle ça le snapping, donc tu es aimanté vers une des colonnes quand tu changes de direction. Et il est possible en fait d'aller hyper vite en utilisant le snapping à son avantage et en faisant des petites des espèces de petits zigzags. On parlait de snaking tout à l'heure. Ouais, En fait, ça ressemble à ça quand tu vois, mais il n'y a que les tasses qui font ce genre de choses. D'accord. Et l'autre gros skip qui est possible de faire, c'est d'abuser de la position justement du snapping et d'utiliser en fait le cycle de marche du personnage. Alors c'est un truc que j'expliquerai peut-être pas parce qu'on n'aura peut-être pas le temps. Et concrètement, tu Mais te mets concrètement- à droite de l'image, tu fais 2-3 manipulations, tu te retrouves du À côté gauche. En fait, tu sautes de l'autre Ce qui côté de peut l'écran. te permettre de passer des murs. Et voilà, et en fait, etc. ensuite tu vas valider la direction de l'autre côté de l'écran, et là, le scrolling se passe normalement. Donc toi, ça, Ça, je le fais pas. tu le fais à aucun moment. Je C'est vraiment- le ferai pas, parce que je sais toujours pas le faire. J'ai essayé de le faire, et c'est un peu dur. J'ai pas encore trouvé Enfin, à l'époque, il y a 2 ans, j'avais pas trouvé de bonne explication pour le faire. Et surtout, ça permet de passer à travers des murs. Parce que quand tu fais le fameux warp, tu te retrouves dans la montagne ou dans des arbres ou n'importe quoi, et le jeu, il s'en fiche, quoi. Il dit, oh, vas-y, tu marches dedans. D'accord. Oui, parce que ce jeu, il y a 2 ans, quand tu avais présenté ton dernier Superplay, tu parlais déjà du fait que tu étais en train de travailler sur Zelda. Bah ouais, j'étais en plein en train de m'entraîner sur Zelda, justement. Donc, tu c'était nous le livres c'était aujourd'hui, l'époque, 2 voilà. ans après. Exactement.
Je pensais prendre le temps de faire mieux, mais finalement j'ai préféré me concentrer sur d'autres jeux, Night Raid, d'autres jeux. D'accord. Donc là tu récupères enfin l'arc, ça y est, tes Voilà, flèches servent enfin à quelque chose. Je peux m'équiper des flèches et je vais le faire en fait. C'est un truc que je vois sur très peu d'autres runs, un petit skip assez sympa là, mais facile. C'est que j'utilise beaucoup les flèches parce que ça fait le même dégâts que l'épée blanche et ça sort vachement plus vite. D'accord, donc t'es un des seuls à utiliser l'arc. Ouais, je pense que je suis le seul à m'équiper de l'arc. En fait, ça prend du temps d'aller dans le menu pour aller le sélectionner, donc la plupart des joueurs préfèrent se démerder avec leur épée. Mais moi, je me sens plus à l'aise en fait avec l'arc. D'accord. Voilà, premier boss. Oui, parce que nous sommes dans le premier niveau. Voilà, et en fait, avec l'épée blanche, ça va un peu vite. Deux coups. Pour l'instant, c'est un peu deux coups tous les boss. 2-3 coups, ouais. En fait, c'est un jeu qui est plein de petits secrets dans ce genre-là. Il y a des boss, il y a très peu de boss qu'on doit bourriner en fait. Et c'est un truc qu'au final, j'ai fini par reprocher à Zelda 3. C'est qu'une fois que tu as la technique, tu es quand même obligé de bourriner jusqu'à ce que ça passe. Jusqu'à ce qu'il perde toute sa vie. Et là, dès que tu as la technique, en fait, c'est bon, tu as compris, on n'a pas besoin de plus. Et je trouve ça très là il meurt rapidement, mais on est d'accord que c'est très dur. Ah bah, la première fois, Voilà. Non, ça se passe pas comme ça. On le regarde, on dit, bon, deux coups, c'est vite réglé. Oui, mais en fait, quand tu arrives devant avec ton épée en ouais. bois et que t'as pas de bouclier et que t'as pas la technique, déjà tu tapes en bas et tu te rends compte qu'il faut taper dans la tête. Et puis t'envoies des boules de feu, alors faut connaître le timing et tu galères. Et surtout, normalement, t'es censé arriver avec 3 cœurs à cet endroit-là. Donc t'en as bien plus, hein. là, je suis à l'aise, quoi. Donc là, tu longeais contre... Ouais, là, je longeais le mur. Alors, c'est dommage, on n'a pas vu. Il y a des petits ennemis rouges. On va en voir un en haut de cette montagne qui sortent devant toi. Toujours. Et les bleus, au même endroit, sur le même écran, sortent aléatoirement. Et si je longe le mur du haut, le rouge n'a pas la place de sortir. Et il sort toujours... C'est ça, alors. Voilà, ce truc-là. Cette première partie est terminée. On retrouve Genshitoni et son invité Radigo dans le prochain numéro de Superplay pour la suite de ce speedrun sur The Legend of Zelda.